Avec un appareil là, qui me photographie, c'est épouvantable. Mais c'est comme ça. Alors allons-y, je vais vous parler de cette question de la guerre du blé au XVIIIe siècle et des conséquences qu'elle a eues, qui sont importantes. Vous allez le découvrir si vous ne connaissez pas encore cette question. Et c'est une conséquence de cette nouvelle économie qui est apparue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vers 1750. Et ce grand courant des nouveaux économistes a commencé autour des physiocrates. C'est de Quesnay dont il s'agit, premier personnage qui représente, qui dirige le groupe des physiocrates et qui va être invité à la cour de Louis XV à partir de 1755 pour... Vous m'entendez bien? Oui, ça va? Bon. C'est pas de votre faute, c'est moi qui suis chaud. Je pensais que vous avez un micro alors. J'ai un micro, mais c'est pas pour la salle, c'est pour l'enregistrement. Alors c'est un micro qui ne doit pas avoir de haut-parleur dans la salle. Bon, c'est comme ça la vie, hein. C'est toujours très compliqué. Il y a une résonance. Et il y a une résonance? Ah oui. Mais vous m'entendez bien quand même? Bon. Alors je continue. J'en étais à Quesnay, qui est le dirigeant de ce groupe des physiocrates. Et il va discuter avec Louis XV pendant 9 ans, 9 années, avant de convaincre Louis XV, parce qu'il se présente comme un réformateur qui a un projet que je vais résumer ici rapidement, encore que je sois un gros morceau, comme vous allez voir. C'est un projet de transformation de la production et du commerce dans l'agriculture, production de l'agriculture et commerce des produits, soit l'activité de plus de 85% de la population à l'époque. Vous vous rendez compte, c'est énorme, puisque la paysannerie représente 85% de la population. Avec des paysans de toute taille, des paysans pauvres, des paysans moyens, indépendants, et une petite couche très étroite de paysans suffisamment riches pour pouvoir, qui se trouvent autour des grandes villes, pour pouvoir nourrir les marchés urbains. Vous voyez? Bon, pour les subsistances essentiellement, évidemment. C'est cette question-là qui est posée. Alors, le projet des physiocrates consiste à obtenir la concentration de la propriété foncière rentière, qui n'existe pas encore de façon moderne en France, c'est la seigneurie féodale, mais c'est un projet qui veut supprimer cette ancienne forme de rente et la substituer à une propriété foncière rentière, nouveau style. On l'appellera comme cela. Et ensuite, également, une concentration de la grande exploitation agricole. Nous sommes déjà dans ces projets que nous connaissons parfaitement bien et qui sont en pleine crise dans notre société d'ailleurs. Donc c'est intéressant de connaître les débuts de ce projet. Et cette concentration de la production agricole, vous l'avez déjà compris, suppose l'expropriation de cette petite paysannerie indépendante et la mise en travail des terres par des ouvriers agricoles qui sont employés par ces gros fermiers. Tel est le rêve de Quesnay et des physiocrates, et qui va se réaliser lentement en France, car il y a eu une résistance paysanne très très forte. Étonnant. Alors, le moyen d'obtenir ces résultats absolument transformateur, vraiment de fond, c'est écoutez bien, et je vais essayer d'être très clair sur cette question parce qu'elle est très fondamentale, c'est la hausse des prix des subsistances, et en particulier pour commencer, la hausse des prix des grains qui représentent, grains, farine, pain, la partie la plus importante de la nourriture populaire.
et en particulier des bas salariés. Les bas salariés, c'est ceux qui ont des bas salaires. Hein. Bon, vous avez compris. Et donc, c'est important à comprendre que ce sera le moyen d'expropriation de la paysannerie en enrichissant les propriétaires fonciers rentiers et les gros producteurs. Alors, c'est la théorie du ruissellement, vous en avez entendu parler, vous la connaissez, hein. Je ne fais que vous montrer, indiquer qu'elle existait déjà avec ce projet des physiocrates, hein. La théorie du ruissellement. Les physiocrates espèrent que les propriétaires fonciers rentiers qui doivent soutenir les physiocrates, hein, c'est ça qu'ils veulent chercher à obtenir évidemment, hein, vont s'enrichir par des rentes, des fermages de plus en plus importants, que les fermiers eux-mêmes vont s'enrichir avec la concentration de la production de blé, des grains, et que ça va permettre à la monarchie, pour attirer la monarchie également là-dedans, de recevoir, d'imposer davantage la propriété foncière. Hein. Voilà, donc c'est la théorie du ruissellement qui va ruisseler à partir du haut jusqu'en bas. Ah bah non, non, pas jusqu'en bas, justement pas. Alors cette nouvelle économie porte le nom de physiocratie. C'est un mot qui est fait à partir de deux mots grecs, physis, la nature, et kratos, le pouvoir de la nature. Et c'est très intéressant de comprendre ce que cela signifie. Cela signifie pour les physiocrates qu'ils ont découvert une nouvelle forme d'enrichissement à partir des lois de l'économie, et que ces lois de l'économie, ils les présentent comme une croyance qui est la leur, la croyance que nous connaissons bien maintenant parce qu'elle est très répandue, cette croyance que les lois de l'économie sont des lois physiques, naturelles et divines, les trois ensemble. Et c'est ce que disent les physiocrates, qui osent le dire à cette époque-là, et en particulier le grand théoricien de la physiocratie, qui s'appelle Le Mercier de la Rivière, hein, et qui a écrit des ouvrages fondamentaux sur cette question de la physiocratie dans ces années-là. Il a écrit L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques en 1768, publié en 1767, en 67, et il exprime dans son introduction, sa présentation, qu'il a eu la révélation divine de comprendre les lois physiques de l'économie, et il présente ainsi la théorie physiocratique comme une nouvelle théologie. Alors c'est important à saisir parce que proposer une nouvelle théologie à la fin du XVIIIe siècle, c'est étonnant, hein, c'est étonnant. Mais je tiens à le préciser, et je reviendrai sur cette question des lois physiques, naturelles ou divines chez les économistes, parce que c'est quelque chose qui a été repris par les néolibéraux des États-Unis dans les années 1960-70. Je reviendrai là-dessus. Alors donc, Louis XV s'est dit finalement qu'il allait essayer les réformes. Il les a tentées pendant 4 ans, de 1764 à 1768. 4 ans de mise à l'essai des réformes des physiocrates pour leur laisser le temps de développer ce qu'ils avaient proposé. Hein. Et puis, comme il y a eu un désastre terrible à cause du moyen que je rappelle, la hausse des prix des subsistances pour les bas salaires, et qu'il y a eu des troubles de subsistance, comme on disait à l'époque, des émotions populaires qui se multipliaient. Émotion populaire, c'est une expression qui est respectueuse du peuple. Vous voyez,
À cette époque-là, le peuple était encore respecté. Il va l'être de moins en moins. Hein. Mais à cette époque-là, on le respecte suffisamment pour dire, quand il se révolte, que ce n'est pas simplement une révolte, mais une émotion populaire. Bon, c'est important ce vocabulaire de l'époque, hein, bien sûr, évidemment. Et en voyant ces troubles de subsistance sur lesquels que je ne vais pas détailler, parce que je vais le reprendre ensuite pour la réforme suivante, mais c'est la même chose, vous allez le découvrir. Louis XV a donc arrêté les réformes en 68 et il a rétabli les protections sociales des marchés publics et des consommateurs qui existaient depuis le Moyen-Âge. Je vais vous en dire un mot, parce que c'est évidemment important à comprendre, parce qu'il y a quelque chose qui a été détruit, là, dans le projet de ces physiocrates, et c'est précisément les protections anciennes. Alors, Louis XV les rétablit en 68, et puis, voilà, il a compris, il remercie poliment, parce qu'il est poli, les rois de France, hein, on est poli, avec des gens qui ont été désastreux, mais enfin, voilà, et il les paye grassement, d'ailleurs. Et puis voilà, ça s'arrête, et on rétablit les protections des marchés publics et des consommateurs. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez le comprendre, je vais en parler juste après. Alors, Louis XV va mourir en 1774, et Louis XVI va lui succéder. Il est jeune, il est enthousiaste, surtout par la nouvelle économie, mais qui a pris un coup quand même terrible au niveau de ses formulations, avec cette expérience désastreuse de 64 à 68. Et Turgot, qui était un ancien physiocrate, c'est un jeune, enfin il n'est pas tout jeune, il a 35 ans à peu près lorsqu'il va faire sa réforme, et il a suivi plus jeune la réforme des physiocrates, et il a été il a beaucoup soutenu, quoi. Il a écrit des articles, etc., parce que ça l'intéresse énormément, cette chose. Alors, les réformes de Turgot sont, pour résumer, le même projet, la même proposition. Et même Turgot s'appuie sur, davantage que les propriétaires fonciers rentiers tels que le faisaient les physiocrates, il s'appuie bien davantage sur les fermiers qu'il appelle lui-même, je le cite, fermiers capitalistes, entrepreneurs de culture. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il les a nommés dans ses écrits. Hein. C'est tout à fait intéressant parce qu'il est clair, au moins il a le mérite de la clarté. Hein. Et simplement, il va changer l'expression, les expressions, parce qu'il ne peut plus employer le mot physiocratie. Physiocrate, c'est un terme qui est devenu quelque chose d'épouvantable, qui fait peur à la société, et il ne peut plus l'utiliser. Alors, lui, il va s'appeler les philosophes économistes et les économistes. Hein, la nouvelle économie progressiste. Turgot a beaucoup utilisé ce mot du progrès pour caractériser ce projet de nouvelle économie. Hein. Mais c'est toujours par le moyen de la hausse des prix des subsistances, des grains, hein, qu'il souhaite réaliser cette grande transformation. Alors, la réforme de Turgot va commencer en septembre 1774. Louis XVI vient d'être roi. Hein. Il commence tout de suite. L'édit de Turgot commence en septembre 1774 et ça va se terminer à la fin du printemps 1775. Ça ne va durer qu'une année cette fois-ci. Et il y aura, dans tout le bassin parisien, puisque la réforme ne concerne que le bassin parisien, enfin c'est les grandes plaines du bassin parisien qui sont les plus productrices de grains, de blé, etc. Hein. Voilà, des terres très riches. Bien, et il y a des troubles de subsistance absolument gigantesques, encore plus importants qu'en soit dans la réforme précédente, parce que Turgot a mis le paquet sur le changement des intendants de façon à avoir des agents de la monarchie qui soient d'accord avec son projet, hein, sa proposition, et qu'ils ne court-circuitent pas en cours de route
la hausse des prix. Donc, il se place dans une situation qui est beaucoup plus favorable. Et les troubles de subsistance sont encore plus importants. Et les bas salariés sont très rapidement dépassés. Enfin, je veux dire, leur salaire ne permet plus à une famille normalement constituée, hein, à l'époque, en moyenne, disons, de se nourrir avec les salaires qu'ils perçoivent. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ces bas salariés vont commencer à être affamés, ça peut durer quelques jours et ça va, on peut encore supporter, tomber malade, et il y a des crises de mortalité qui sont liées à la hausse des prix des grains lorsqu'elles se prolongent. La hausse des prix n'a rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des hausses des prix extrêmement violentes. Le prix peut doubler ou même tripler. À l'époque de Turgot, ça dépasse le triplement du prix d'équilibre, vous voyez. Alors maintenant, je vais dire quelques mots sur... ah oui, puis... oui, non, mais... Est-ce qu'on peut poser des questions ou il faudrait qu'on les pose à la fin? Ce serait peut-être mieux de les poser à la fin, sauf si c'est pour un point précis de ce que je dis là. Ok, voilà, Voilà, c'est vous. Quand on ne voit pas les bouches... Hein. C'est là, c'est moi qui parle. Oui. Oui, d'accord. D'accord, très bien. Alors je précise maintenant rapidement le système des protections mis en place depuis le Moyen-Âge. Il y avait au Moyen-Âge des catastrophes agricoles à cause de catastrophes climatiques. Bon, ça, c'est comme ça, on n'y peut rien, enfin on n'y peut rien. On fait ce qu'on peut avec cette situation-là, et il y avait des mesures qui étaient prises, je passe. Mais il y avait aussi des tentatives de spéculation à la hausse des prix des subsistances. Hein. Et ces tentatives de spéculation, qui ne sont pas la même chose que les calamités dues au climat, hein, ça c'est clair, il ne faut quand même pas confondre. C'est pas tout à fait la même chose. Elles étaient repérées et bien connues, et elles suscitaient des troubles de subsistance. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passait? Sur les marchés, ce n'est pas des gens qui étaient des excités, des gens complètement fous, c'était les femmes qui font les courses, comme vous savez, en général, le plus souvent, mais bon, voilà, et les femmes, quand elles voyaient les hausses de prix, et que ça allait dépasser les salaires de la famille, et elles se réunissaient, et elles se portaient immédiatement devant les pouvoirs de l'hôtel de ville, de la commune, hein, puisqu'il y avait des communes partout, et elles réclamaient l'intervention de la commune pour punir les marchands qui spéculaient. Hein. Et ça, c'est tout à fait important et intéressant. Et dans ces pratiques-là, il n'y avait pas de hausse de prix gigantesque, hein, importante, et qui durait longtemps, parce que immédiatement, l'hôtel de ville se donnait les moyens de baisser les prix. Bien. Et en plus, il y avait aussi des protections au niveau des consommateurs qui étaient servis les premiers, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis, hein, pour protéger les consommateurs. Quand même extraordinaire, non? Au Moyen-Âge, qu'on nous présente toujours d'une façon qui est complètement obscurantiste, enfin bref. Bon, les consommateurs sont protégés dans le sens précis où ce sont eux qui sont servis sur des produits qui sont sur le marché, d'abord, avant les boulangers, avant les meuniers, avant ceux qui vont travailler et acheter en gros des grains. Vous voyez? Bon, donc c'est le marché de détail qui est servi en premier. Voilà. Voilà ces protections. Alors, lorsqu'il y a eu les troubles de subsistance par les physiocrates et ensuite par Turgot, les mouvements, les troubles de subsistance, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils ne pillaient pas. Le peuple ne pille jamais dans cette période. Hein, absolument pas. Il ne pille pas. Il a du respect pour la production et du respect pour les choses. Mais quand il voit qu'il n'a pas les moyens de survivre, il réclame la taxation, ce qu'il appelle lui la taxation des prix, de façon à quoi faire?
à rééquilibrer cette question centrale en économie de l'équilibre entre prix, salaire et bénéfices. Je parle de bénéfices, pas encore de profit, parce que les profits, ça viendra dans un autre système. Mais là, c'est des bénéfices des producteurs qui vont fixer les prix en principe et qui sont... voilà. Ça va, je crois que je suis suffisamment clair. Donc voilà, c'est la taxation des prix, ça veut dire baisser les prix au niveau des salaires, des bas salaires. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, j'en viens au point critique de la hausse de spéculation de la nouvelle économie. Il y a un point critique, pour commencer à comprendre ce que ça signifie. Ce point critique, c'est lorsque le niveau de la spéculation, la hausse des prix, va dépasser les ressources des bas salariés. Hein. Donc c'est toujours cette question de l'équilibre entre les prix et les salaires, hein, évidemment, et les bénéfices, bien sûr. Elle est centrale. Et avec un doublement ou un triplement des prix, vous avez compris que c'est en dehors des moyens et des ressources des salariés. Donc les salariés, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament la taxation, la baisse des prix. Et c'est cette baisse des prix qui a inspiré des critiques fondamentales au système de ces physiocrates et de Turgot. Hein. Je vais y revenir, mais je souligne une chose, c'est que chez les physiocrates, comme chez Turgot, il n'y a pas un mot pour parler de ce déséquilibre des prix et des salaires, alors qu'il a bien compris dans la pratique qu'il y a un déséquilibre terrible, qui est meurtrier, hein, qui affame et qui va créer des poussées de mortalité. Bon. Donc c'est quelque chose de grave. Et c'est important de comprendre, de savoir que ni les physiocrates, ni Turgot, ni même Adam Smith de l'autre côté de la Manche, qui se trouvent dans les mêmes situations, parce qu'à la même époque, hein, ne se sont souciés de cette affaire. Ils ne se sont jamais souciés de trouver une solution à cette affaire. Hein. Alors, les troubles de subsistance ont pris des proportions gigantesques. Pourquoi? Avec la réforme de Turgot. Pourquoi? Parce que, comme les marchands de grains qui voulaient spéculer voyaient des troubles de subsistance sur les marchés, ils ne fournissaient plus les marchés. Donc, le mouvement populaire s'est organisé tout à fait autrement. Et il est allé chercher, en bandes assez nombreuses, qui traversaient le bassin parisien, il est allé chercher chez les producteurs directement. Donc, si vous voyez, il faut se déplacer, faire des kilomètres à pied pour aller chercher des grains, les acheter au prix taxé. Ils sont donc en groupe et ils imposent les producteurs directement. Et ils taxent les prix, ils les font baisser à ce moment-là. Et ils réussissent à le faire. Et puis, ils ont aussi arrêté les convois de grains sur les routes, et les plus nombreux sont sur les rivières, bien évidemment. Ils arrêtent les convois de grains, ils forment des greniers temporaires immédiatement, ils vendent à la population voisine les grains au prix taxé, hein. Ils ne pillent pas toujours, tous pas. Hein. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ce sont quand même des troubles de subsistance gigantesques. Et ce qui est intéressant, c'est que le grand historien anglais Edward Palmer Thompson, qui a étudié ces troubles de subsistance en Angleterre, pas en France, mais en Angleterre, a compris qu'il y avait quelque chose dans la culture politique populaire. Et il s'est dit, mais pourquoi ils ne pillent pas, pourquoi ils ne font pas de violence contre les personnes, etc. Voilà. Et il demande la taxation. Les deux côtés de la Manche, c'était pareil, c'est la même chose. Bon, bref. Et il a appelé cela, temporairement, tout en essayant de comprendre, de mieux comprendre et d'approfondir, en travaillant sur les documents, hein, bien sûr, il a appelé ça, lui, historien, l'économie morale
populaire, l'économie morale populaire. Donc il reconnaît qu'il y a une culture politique, de politique économique populaire. C'est intéressant, c'est important, parce que, comme vous le savez, surtout dans nos sociétés actuelles, on pense que le peuple n'a pas la faculté de penser pour aller vite. Je résume. Alors, je vais vous dire maintenant quelques mots d'un auteur du XVIIIe siècle qui, en France, a bien analysé la réforme des physiocrates et la réforme de Turgot. Il a écrit 2 livres. Il s'appelle Mably, M-A-B-L-Y. Il est né en 1709, il est mort en 1785. Il connaissait bien les économistes, il les a étudiés, il a participé à leurs travaux, à leurs séminaires, etc. Et il essayait de comprendre cette chose nouvelle qui apparaissait. Et je vais vous parler de Mably lorsqu'il écrit du commerce des grains sur l'expérience de Turgot. Alors Mably a noté lui aussi que le mouvement populaire avait la faculté de penser et de s'organiser et d'agir de façon rationnelle et cohérente, et agir pour se protéger. Et il a noté aussi le point critique, et il pointe du doigt, il décrit clairement que le déséquilibre entre les prix, les salaires et les bénéfices, qui est le moyen utilisé par ces économistes, c'est une erreur fondamentale de la part de ces économistes. Il ose les critiquer de cette manière profonde, pertinente, perspicace. Et il considère que c'est une politique économique criminelle parce qu'elle s'oppose à l'intérêt général, qu'elle opprime la société et il qualifie les économistes d'ennemis publics. Il va très loin dans la critique de cette expérience en les traitant de cette façon-là, des oppresseurs contre l'intérêt général et des ennemis publics. C'est important de savoir qu'il y a eu des gens qui avaient la perspicacité, pas seulement le mouvement populaire, mais des gens qui étaient capables de réfléchir et de connaître la situation et qui ont parlé de cette manière-là. Et Mably met en lumière la conception du droit de propriété de Turgot, c'est celle de user et abuser de ses propriétés. Ces propriétés, ça peut être des grains qu'un marchand a achetés, bien sûr, ça fait partie des propriétés, des terres, etc., qui payent des fermages élevés, etc., etc. Mais c'est aussi les marchands de grains qui... Approchez-vous, madame. Oui, je vous vois là, en train de tendre les oreilles. Oui, donc c'est le droit de propriété qui est critiqué par Mably, et il montre que les taxations, il s'inspire du mouvement populaire, que l'idée de taxer, baisser les prix au niveau des salaires, c'est une idée tout à fait rationnelle et logique de la part du mouvement populaire, et c'est ce qu'il faut suivre, mais lui il va, de façon plus profonde et plus précise et plus juridique, proposer d'instituer un maximum à l'exercice du droit de propriété. Dans certains cas, comme celui de la hausse des prix des subsistances, c'est quelque chose qu'il faut véritablement empêcher, puisque ça provoque ce que je vous ai déjà montré. Alors Mably propose de faire du droit à l'existence, droit à la vie, droit à l'existence, et au moyen de la conserver, l'existence, c'est-à-dire les subsistances, il propose de faire de ce droit à l'existence le critère qui va permettre la limitation, dans certains cas précis, pas n'importe comment, dans certains cas précis,
de l'exercice du droit de propriété. Vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît le droit, la politique c'est le droit, hein. Nous savons très bien, quand nous n'avons plus de droit, c'est que nous n'avons plus aucun moyen de se défendre, aucun pouvoir. Le droit, c'est un pouvoir. Alors j'en viens maintenant à la période de la Révolution de 1789. Voilà. Depuis 1775, Louis XVI a renvoyé Turgot, le cœur fendu, mais enfin quand même il l'a fait en voyant les désastres, et les économistes sont restés en pénitence jusqu'en 1789. Hein, en pénitence, ils ne sont pas contents, mais enfin bon, bref, c'est ainsi. Et ils obtiennent, avec la politique de la Constituante, une nouvelle occasion de mettre en pratique leur même projet. C'est toujours le même projet. Et le même moyen, vous commencez à les connaître, c'est la troisième fois que j'en parle, c'est toujours la même chose, hein, vous connaissez l'objectif et vous connaissez le moyen, la hausse des prix qui ruine et qui fait mourir hein, de faim les bas salariés. Et ils obtiennent dès 1789 une loi de liberté illimitée du commerce des grains, comme les deux réformes précédentes, accompagnée de la loi martiale. La loi martiale, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a un rassemblement populaire qui se désigne lui-même comme opposé à la liberté illimitée du commerce des grains, il est réprimé par l'armée qui prépare les manifestants qu'elle va se mettre à tirer. Alors il y a 3 proclamations de la loi martiale et après on tire dans le tas. Donc nous avons ici une politique de répression qui a été mise en place par Turgot. Mais bon voilà, mais j'ai pas pu vous en parler, là j'en parle maintenant parce que la loi martiale va vraiment fonctionner pendant la période révolutionnaire de 1789 à 1792 d'une manière qui est quoi? La guerre civile déclarée. Une guerre civile déclarée contre les bas salariés. Il ne faut quand même pas oublier tout ce dont je vous parle pour mieux comprendre ce que c'était que la Révolution française. Alors je vais vous parler un petit peu maintenant du mouvement populaire paysan. Le mouvement populaire paysan principalement, mais avec ses alliés urbains, les bas salariés urbains, qui sont obligés d'acheter leur nourriture, puisqu'ils ne la produisent pas du tout. Les paysans en produisent la totalité ou une partie. Les petits paysans qui n'ont pas assez de terre pour pouvoir en vivre ne produisent qu'une partie. Ils sont obligés d'acheter par différents moyens. Le complément. Alors, depuis juillet 1789, le mouvement paysan a commencé avec la grande jacquerie de juillet 1789. Alors, cette jacquerie vise essentiellement le système féodal. Ils veulent en finir avec la féodalité. Bien, ce qu'il reste de la féodalité. Mais, en même temps, cette grande jacquerie prend le pouvoir local là où les paysans ne l'ont pas complètement. Hein, parce que le seigneur pouvait être présent dans la commune, etc. Donc, ils prennent le pouvoir local, communal, qu'ils savent gérer depuis la nuit des temps, hein, pour reprendre l'expression qu'on trouve dans les archives. Et ils créent en même temps, à ce moment-là, en juillet 89, la garde nationale communale, formée de qui? Formée d'habitants de la commune, de la communauté villageoise, et sous le contrôle de la municipalité, hein, du pouvoir municipal, donc de la communauté villageoise. Il y aura 6 jacqueries successives de 1789 à l'été 1793. 6 jacqueries successives, vous voyez, pour répondre à la non-réponse des gouvernements dits révolutionnaires qui ne veulent pas donner satisfaction au mouvement paysan. 6 jacqueries successives, que dans toute la France, il y en a une à peu près tous les 6 mois. Hein.
Alors, la hausse des prix a recommencé à partir des années, le temps de mettre les choses en place, de 1790, 91, 92, et l'application de la loi martiale se fait également. Mais elle est freinée par les défenses que les paysans se sont organisés dans leur commune, ce qui est tout à fait intéressant et important. Hein. Les gardes nationales, c'est pas un vain mot, c'est une institution qui est extraordinairement démocratique et communale. Hein. Attention. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour le mouvement populaire? Eh bien, il va se retrouver dans la même situation que Sous-Turgot, dont je vous ai dit un mot, c'est-à-dire qu'il va y avoir, dans certaines régions, où les marchés publics ne sont plus fournis, des grands rassemblements. Et en 1791-92, il y a des rassemblements de 10 à 40 000 personnes qui sillonnent les campagnes pour aller acheter des grains, toujours acheter des grains, au prix taxé en France. Vous vous rendez compte de la situation, hein? Pour se protéger, pour pouvoir se nourrir. Hein? Bon. Donc c'est eux qui organisent le commerce des grains, si je puis dire, et en taxant les prix. Bon, voilà ce que c'est aussi que la Révolution. Hein? L'Assemblée constituante a mal commencé. Enfin, elle a fait la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ce qu'il faut quand même saluer. Mais immédiatement après, il y a eu la peur des possédants. Et la peur de ces possédants, vous commencez à comprendre la nature de cette peur, ce qu'on appelle grande peur depuis le mois de juillet 89, hein, c'est la peur d'être dépossédé. Ça c'est sûr. Et le côté droit de l'Assemblée constituante, qui est formé de différents partis, les royalistes, qui veulent maintenir la féodalité, la monarchie, etc., les économistes physiocrates et turgotins, hein, qui sont revenus en masse, et qui sont représentés par des différents partis du côté droit, et puis les brissotins girondins. Vous avez entendu parler de cette affaire. Le mot girondin, je ne l'emploie pas, je suis obligé de le dire parce que brissotin, c'était comme ça qu'on les appelait pendant la Révolution. Le mot girondin a été utilisé au XIXe siècle, beaucoup plus tard, par des historiens, alors qu'il n'est pas usité pendant la période révolutionnaire. Donc, j'essaye de faire changer les habitudes, ça va être dur, c'est pour ça que je dis brissotin, girondin. C'est la même chose, Brissot étant le chef de ce qu'on a appelé au XIXe siècle la Gironde. Hein. Bon. Voilà. Alors, la Constitution de 1791, qui reprend le programme des économistes, a réservé, et je n'en dirai pas plus, le droit de vote aux chefs de famille riches, aux hommes chefs de famille riches, hein, avec un système censitaire. La Constitution de 1791 est donc une constitution qui viole le système électoral des États généraux. Alors je vais vous apprendre une chose, je crois, je crains, si vous le savez déjà, tant mieux, mais je crains de vous l'apprendre, c'est que les femmes votaient au Moyen-Âge, depuis la nuit des temps, comme on dit, très archives. C'est quand même intéressant, non, de savoir que nous n'avons pas toujours été opprimés par le patriarcat attribué à tous les hommes. Hein, mais bon. On peut se réjouir. Hein? C'est Napoléon qui a non, je vais vous le dire. Oui. Je vais vous le dire. Ça commence avec la Constitution de 1791. Hein? Vous venez de l'entendre. Elle a réservé le droit de vote aux chefs de famille riches. Le chef de famille, c'est le père de famille. Et s'il meurt, c'est son fils aîné, s'il existe, qui le remplace. Des mâles. Donc c'est la première constitution qui, en France, a exclu les femmes du droit de vote. Les femmes votaient au Moyen-Âge et elles ont revoté à l'époque de Louis XVI
a convoqué les États généraux. C'est quand même intéressant de le savoir. Et le système électoral médiéval a été repris pour les élections des États généraux qui avaient été suspendus, les États généraux, depuis le début du XVIIe siècle, parce que la monarchie, à cette époque-là, Louis XIII et Louis XIV, étaient occupés avec des guerres de religion et des guerres de conquête, et qu'ils ont préféré ne pas entendre les doléances de leurs États généraux. Hein, voilà. Simplement, le mouvement populaire, comme vous avez compris déjà, avec le peu que je vous ai dit, mais qui est quand même, je crois, assez significatif, continue dans les campagnes et dans les villes aussi. Et dans les villes, il va faire, parce que les villes avaient perdu leur droit de vote communal, et les villes ont donc récupéré depuis juillet 1789 la pratique de la communauté villageoise qui se réunit pour prendre des décisions au niveau local. Alors à Paris, grandes villes, etc., toutes les grandes villes étaient divisées en quartiers. On va bientôt les appeler en sections de communes. Hein. Bon, donc c'est des petits quartiers qui représentent 1000, 2000 habitants. Un gros village quand même, parce que les villages sont à moins de 1000 habitants en général. Hein, bon, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est eux qui vont former les gardes nationales des sections de la commune de Paris. Vous voyez, eux aussi se sont organisés, ou de la commune de Lyon, de Marseille, dans les grandes villes, etc. Donc vous avez le même système que celui que les paysans ont rétabli en juillet 89 dans les villes qui vont se répandre. Et les assemblées générales, car ça se passe en assemblée générale, c'est une grande démocratie que celle du Moyen-Âge, hein, en assemblée générale où les hommes et les femmes sont là et discutent et prennent des décisions. Et ils élisent des députés avec un système qui est celui du mandataire mandaté, responsable devant ses mandants. C'est comme ça qu'on cause à cette époque. On a oublié tout ça parce que nous n'avons plus ce système. Hein, on en a un autre, et qui sont révocables facilement. Si le mandataire ne correspond pas au mandat, enfin à violer le mandat, eh bien il est tout simplement révoqué et on le change. Hein. L'Assemblée générale se réunit et le change. Bon, voilà. C'est un système que je rappelle au passage parce qu'il est intéressant. Hein, il est intéressant pour comprendre que nous avons affaire à une véritable culture politique populaire. C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Il y a une véritable culture politique populaire qui est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. Bien. Alors, la Constitution de 1791 va être renversée par une nouvelle révolution populaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Reportez-vous à un livre d'histoire générale de la Révolution française. Je vous conseille Albert Mathiez. Hein. Mathiez, on dit Mathiez, mais c'est pas Mathiez, c'est Mathiez. C'est lui-même qui le disait. Enfin, j'ai jamais entendu. Hein. Il était mort avant que je naisse. Mais bon. Albert Mathiez, qui est, à mon avis, encore le meilleur livre d'histoire générale de la Révolution française, d'histoire politique de la Révolution française. Hein. Bon, vous pouvez en lire d'autres. Hein. Vous aurez la chronologie. Donc, cette Constitution de 1791 est renversée par la grande révolution du 10 août 92, qui va supprimer la Constitution de 91, appeler à l'élection au suffrage du système médiéval dont je viens de vous parler, vous avez compris, hein, un système démocratique avec les hommes et les femmes qui votent. Oh, mais quelle indécence! C'est incroyable! Et bon, c'est une nouvelle assemblée constituante qui doit faire une nouvelle constitution, parce que la première n'a pas convenu au mouvement populaire. Hein. Il y avait de quoi. Elle est élue en septembre 1792, et à ce moment, c'est le parti Brissotin-Girondin va former le gouvernement de ceux qui sont encore timorés dans la Convention et qui ont un peu peur du mouvement populaire. La démocratie fait peur, toujours, la vraie démocratie. Elle fait peur à qui? Bah, vous avez compris, c'est pas peut-être que je le dise.
à ceux qui ne veulent pas de la démocratie. Et donc, les Brissotins girondins dirigent le gouvernement et ils veulent maintenir la liberté illimitée du commerce des grains avec la loi martiale. Alors il y a un grand débat qui est imposé par la Convention qui dure de septembre à décembre 1792. C'est un énorme débat. Je ne peux pas ni le résumer, c'est beaucoup trop compliqué, ni vous parler en détail de cette affaire-là. Je vais vous citer deux personnes, deux intervenants, qui ont dit des choses que je considère, je ne suis pas toute seule, comme les plus perspicaces, les plus intéressantes. Hein. Voilà. Alors, je commence par Jean Goujon, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est dommage, il est parfaitement fréquentable, hein, il est très sympathique. Il est élu du département de l'Oise, qui a connu des troubles de subsistance formidables, énormes, et il intervient en tant qu'élu et il dénonce la liberté illimitée en ces termes. Je voudrais que vous entendiez la langue de l'époque. Elle est très intéressante. Alors, il commence par, oui, je cite, « La liberté du commerce des grains est incompatible avec l'existence de notre République. Nous allons plus loin. Cette liberté illimitée est contre le vœu du peuple. Les insurrections sans nombre qu'elle a produites vous l'indiquent assez. » Et il ajoute la chose suivante, que je cite encore. « De quoi est composée notre République ? D'un petit nombre de capitalistes, il reprend le terme de Turgot, et d'un grand nombre de pauvres. Qui fait le commerce des grains ? Ce petit nombre de capitalistes. Et il inclut les fermiers et les marchands dans cette catégorie de capitalistes. Pourquoi ? Pour s'enrichir. Comment ? Par la hausse des prix des grains. » Fin de citation. Et Goujon va nommer clairement les choses en termes de politique qui violent l'intérêt général. Hein. Et ces paroles de Goujon m'ont paru intéressantes à rappeler, parce que ça reste dans les oreilles, hein, il y a quelque chose d'important. Et puis, je voudrais parler de la deuxième intervention que j'ai retenue, c'est celle de Robespierre, qui intervient à la fin du débat, le 2 décembre 1792, une semaine après, la Convention va voter avec la majorité brissotino-girondine, va former la majorité brissotino-girondine pour la liberté illimitée du commerce des grains, la loi martiale. Que dit Robespierre ? Je vais le développer un petit peu parce que c'est intéressant, il me semble. Vous me direz ce que vous en pensez. Il centre son propos sur la question de fond du droit de propriété. Une fois de plus, il reprend cela de Mably, qu'il connaît, il l'a lu, et il reprend aussi l'analyse que Mably avait développée, mais je ne vous en ai pas parlé parce que je n'ai pas le temps, hein, analyse selon laquelle le marché des subsistances n'est pas élastique. Vous voyez, c'est le langage des économistes. Hein. Le marché est élastique. C'est-à-dire qu'on va le rendre élastique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le marché élastique ? Robespierre nous l'explique. Les auteurs de la théorie des économistes, n'ont considéré les denrées les plus nécessaires à la vie que comme une marchandise ordinaire. Ils dissocient les marchandises, les subsistances, les denrées de première nécessité et les denrées de luxe, enfin les denrées qui ne sont pas des premières nécessités. Hein, voilà. Et il continue. Il n'est pas nécessaire que je puisse acheter de brillantes étoffes, des beaux tissus, tout ça, etc. Mais il faut que je sois assez riche pour acheter du pain pour moi et mes enfants. Le négociant peut bien garder dans ses magasins les marchandises que le luxe et la vanité convoitent jusqu'à ce qu'il trouve le moment de les vendre au plus haut prix possible. Mais nul homme
n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Fin de citation. Vous voyez ? Les subsistances sont donc une denrée vitale et elles ne peuvent pas être considérées comme une propriété privée. Et Robespierre va plus loin dans cette analyse entre le caractère socialement nécessaire et la propriété privée. Vous allez voir, je le cite encore. Les aliments nécessaires à l'homme, à l'humain, je ne sais pas le mâle ici, c'est l'humain, sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conservation est une propriété commune à la société entière. Une propriété commune à la société entière. Hein ? Vous avez bien entendu, un bien commun. Alors, l'exercice du droit de propriété doit être subordonné, comme l'avait indiqué le mouvement populaire et le mouvement et la réflexion de Mably. Elle va être redéveloppée par Robespierre. L'exercice du droit de propriété doit être subordonné au droit à l'existence. Je cite à nouveau Robespierre. Quel est le premier objet de la société ? C'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Et revoilà la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est passée à l'as dans cette période où elle a été violée sans cesse. Hein. Alors, quel est le premier objet de la société ? C'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits ? Celui d'exister. Le premier de ces droits. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle-là. La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. C'est pour vivre d'abord qu'on a des propriétés. Et il n'est pas vrai, dans le système que développe Robespierre, il n'est pas vrai que la propriété puisse jamais être en opposition avec la subsistance des hommes. Hein ? Donc il pose ici le problème de la légitimité du droit de propriété libre, de façon illimitée ou limitée dans les cas des denrées de première nécessité. Hein ? Voilà. Alors, la conception de la propriété de Robespierre n'a rien de commun avec celle des économistes. Hein ? La vie même est une propriété de l'être humain. Et elle doit être protégée par la Constitution, par les droits de l'homme, par les protections sociales. Et les subsistances, les denrées de première nécessité, prennent maintenant, avec Robespierre, un caractère social commun. Alors, on comprend que la conception libérale économiste de la propriété est strictement matérielle. Hein ? Rappelez-vous, les physiocrates parlaient des lois physiques, naturelles, divines de l'économie, parce que ce sont des richesses matérielles. Nous sommes ici dans un matérialisme qui se drape dans une théologie avec le Mercier de la Rivière. C'est une théologie du matérialisme de cette vision de l'économie. Hein. Je veux dire, c'est quand même important et intéressant de le comprendre, de le savoir. Et donc, Robespierre, incluant le droit à l'existence de tout individu dans la conception, comme limite à la conception, à l'exercice du droit de propriété, parle de toute autre chose. Hein. Nous avons affaire ici à une opposition entre deux conceptions du droit de propriété, deux conceptions des droits de l'homme en société, des droits de l'homme, et voilà. Robespierre a proposé dans son projet de déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793, de juin 1793, une précision sur cette question. Je vous la lis parce qu'elle est intéressante. Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et imprescriptibles de l'homme
et le développement de toutes ses facultés. Article 2. Les principaux droits de l'homme sont celui de pourvoir à la conservation de son existence et la liberté. C'est pas seulement de manger. Et la liberté. Alors, ces droits naturels, la conception que Robespierre a des droits de l'homme, des droits naturels de l'homme et du citoyen, c'est ceux qui sont attachés à la personne humaine. La liberté contre l'esclavage, qui inclut donc la liberté de pensée et d'expression, et qui inclut l'égalité en droit, et qui inclut encore la fraternité, qui est l'égalité en droit, la réciprocité du droit, attachée au genre humain tout entier. Et je me permets de rappeler, juste à cette occasion, que c'est Robespierre qui a forgé la devise de la République actuelle, liberté, égalité, fraternité. Bon. C'est lui qui l'a formulé pour les gardes nationales en décembre 1790. Décembre 1790. Et donc, il a été un des grands théoriciens des droits naturels de l'homme et du citoyen. Je rappelle que les droits naturels imprescriptibles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont décidés par la majorité de la population qui a envoyé ses mandataires révocables et responsables devant les électeurs, attention, c'est un système quand même électoral, de l'Assemblée constituante à ses débuts, qui a voté la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 89. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Oh, bah zut alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je ne l'ai pas écrit. Bah, voyez, pour ça. Oui, imprescriptible, voilà, merci. Les droits sont imprescriptibles. Imprescriptible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, une fois qu'on a voté les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a une partie de ces principes qui sont imprescriptibles et une autre partie qui est prescriptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Imprescriptible, ça veut dire qu'on ne peut plus les discuter pour le moment. Il faudra réunir de nouveau le souverain, qui est le peuple souverain, pour lui demander son avis et reformuler les principes. Vous voyez que c'est important. Et par contre, des droits prescriptibles, comme Robespierre rend le droit de propriété à la fois proscriptible, c'est-à-dire qu'on peut le corriger avec des limitations. Ça c'est clair. Parce que pour lui, le droit de propriété n'est pas imprescriptible. Il faut pouvoir le limiter en cas de danger. Je veux dire, est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est très important de comprendre cela. Alors nous avons, je vais en conclure là-dessus d'ailleurs, de nouveau la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dans notre droit constitutionnel français, mais enfin, il ne sert pas à grand-chose, malheureusement, parce que il y a des autres principes qui le contredisent. Donc c'est gênant. Bref, c'est compliqué. Mais il est là dans un coin. On peut toujours s'y reporter. Et puis, la Déclaration des droits de 89 a aussi déclaré que les droits naturels étaient imprescriptibles. Mais enfin, il y a des choses très compliquées ici. Je m'arrête. Mais voilà. Je voudrais quand même ajouter quelque chose sur cette question de l'égalité en droit. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité en droit? J'insiste un petit peu sur cette question. À l'époque de la Révolution, l'égalité en droit signifiait pour les théoriciens, pour les penseurs des droits de l'homme et du citoyen, ils voyaient là-dedans la réciprocité du droit. Si moi j'ai des droits, tous les membres de la société ont les mêmes. Moi je ne peux pas être mis en esclavage, mais je n'ai pas le droit de mettre en esclavage les autres. Eh ben non, parce qu'ils sont faibles, parce que ceci, parce que cela. Non, la réciprocité du droit, c'est une prise en compte, je me permets quand même de le souligner, de la relation entre les gens.
Hein. La déclaration des droits n'est pas fondée sur un individualisme que nous connaissons aujourd'hui, et notre individualisme, tel que nous le connaissons, piétine la réciprocité du droit. Il ne tient aucun compte de la réciprocité de ce droit. Hein. C'est tout, on s'en fiche complètement. Donc la relation sociale n'est pas prise en compte par l'individualisme. Vous comprenez? C'est important ça. Alors que l'égalité en droit, dont on nous rabâche les oreilles, mais si on ne sait pas ce que ça veut dire, il faut quand même aller chercher. Et si on trouve que c'est la réciprocité du droit, alors à ce moment-là, on comprend que les relations entre les gens sont prises en compte. Vous comprenez? Et sur le plan juridique, politique, c'est fondamental. Une conception d'un droit individuel sans relation entre les gens prise en compte par le droit, c'est une relation qui rejoint celle des physiographes, celle des économistes. Hein. Je fais ce que je veux. Je suis libre de faire tout ce que je veux avec ma richesse, avec mes propriétés, avec mes biens. Je peux faire ce que je veux. Vous comprenez? C'est sur un plan individualiste. Alors que la philosophie du droit naturel, qui est vieille comme l'humanité, mais bon, j'ai pas de preuves pour vous dire qu'elle existait de façon très lointaine. On n'a de preuves qu'avec ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire des documents écrits qui sont bavards. L'écriture, c'est bavard. On peut enfin mieux comprendre les pensées, les choses, etc. Et donc, ce que je sais, c'est qu'au Moyen-Âge, au XIIe siècle, vous avez eu la redéfinition du droit naturel moderne, qui a été formulée par un fort courant populaire, parce que le Moyen-Âge a, depuis la chute de l'Empire romain au 5e siècle après Jésus-Christ, quand même, il risquait pas d'exister au 5e siècle avant, a été renversé dans l'Empire romain d'Occident. Vous voyez ce que c'est quand même à large. Hein, a été renversé par un soulèvement formidable de ces populations opprimées par les Romains, opprimées de façon diverse et variée, parce que toutes les populations qui étaient conquises par les Romains n'ont pas toutes été mises en esclavage. Ils n'avaient pas les moyens, les Romains, de mettre tout ce paquet de gens en esclavage. Mais il y a eu les esclaves des grands latifondiens des Romains, il y a eu les peuples qui étaient conquis, mais qui en avaient assez de voir les Romains mordre sur leur territoire. Et puis il y a eu aussi les barbares qui sont arrivés, j'appelle barbares, puisque c'est comme ça que les Romains les appelaient, et qui venaient de l'Est. Pourquoi? Parce que la Chine s'agrandissait à cette époque-là, et qu'elle était en train de conquérir la Mongolie et d'autres parties du monde, et qu'elle repoussait les peuples. Alors depuis la Chine, ça a commencé jusqu'au Finistère, qui est l'Europe. Hein, l'Europe est un Finistère. Bon, il y a le Finistère en Bretagne, mais l'Europe aussi est un Finistère pour ces populations qui arrivaient. Et au 5e siècle, alors, ces mouvements de population se sont renforcés, et ils ont remporté une victoire militaire contre l'armée romaine au 5e siècle après Jésus-Christ. Bon. Et ça, ils ont été soulagés, d'abord parce que ces peuples qui cherchaient un endroit pour vivre, pour exister, les barbares, ont été accueillis parce qu'ils avaient participé à la victoire finale, et ils ont été accueillis comme des amis, hein, évidemment, comme des frères, et pas du tout comme des concurrents. Bon, il faut dire, les conditions de l'époque permettaient à des populations importantes de s'installer dans des zones qui n'étaient pas surpeuplées, hein, évidemment. Bon, ça c'est important. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et cette question de la victoire contre les Romains apportait deux conséquences, deux principes. On ne veut plus être l'esclave des Romains sur le plan personnel, mais on ne veut plus être l'esclave des Romains sur le plan politique de nos territoires conquis, dans lesquels ils peuvent voler ce qu'ils veulent de temps à autre. Vous comprenez? Hein? Voilà. Donc, au XIIe siècle, cette culture s'est reformulée
Et à Bologne, en Italie, il y a eu un groupe de gens qui ont décidé de reprendre le droit naturel qui existait déjà chez les Romains, mais enfin je dois attendre de vous raconter les différences qu'il y a entre le droit romain naturel et le droit naturel. Je ferai ça dans une autre intervention si ça vous intéresse, mais voilà, c'est tout à fait intéressant. Et donc au XIIe siècle, à Bologne, Gratien a formulé le droit naturel moderne. C'est l'article 1 de la déclaration de 1789 que vous devriez connaître par cœur si vous ne le connaissez pas. Vous allez le réapprendre. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Hein? Et égal, c'est ici la réciprocité, hein, dans cette théorie de Gratien. Et c'est donc la formulation de Gratien du XIIe siècle, du Moyen-Âge, qui a été rétablie, si je puis dire, dans la déclaration de 1789. Vous voyez, c'est intéressant. Bon, je termine. Donc, oui, je vous ai parlé de l'individualisme. Alors, voyons maintenant l'application extrêmement rapide par le mouvement populaire et la montagne du droit à l'existence pendant la Révolution française. Ça ne va pas durer longtemps, malheureusement, parce que le gouvernement girondin, brissotino-girondin, a eu la très mauvaise idée, depuis le mois de novembre-décembre 92, de se lancer par une manœuvre de diversion, comme c'est souvent le cas avec les déclarations de guerre. Hein, faut être sérieux. Ce pas toujours des guerres défensives, ce sont aussi des guerres offensives de conquête. Bon, bref, les Brissotins girondins, craignant à la suite de l'élection de la Convention une constitution démocratique, se sont bien gardés de débattre du projet de constitution. Donc ils ont gouverné sans constitution. C'est pas mal ça, hein, c'est bien, hein, c'est chouette, c'est ce qu'on veut. Ah bah oui, c'est la liberté limitée aussi, c'est en politique. C'est pro. Et donc, à ce moment-là, ils ont commencé à vouloir conquérir les peuples frontaliers pour s'agrandir, ce qu'ils appelaient les frontières naturelles de la France. Ah bon? Enfin bref, tout est bon pour justifier son action, comme vous le savez. Ça peut être de la com aujourd'hui. Bon, bref, mais malheureusement, les peuples conquis par les Brissotino-Girondins n'ont pas aimé les armées conquérantes et ils les ont chassés. Et alors c'est un débâcle au mois d'avril 1793. Débâcle pour le gouvernement girondin, enfin Brissotino-Girondin, hein, qui est battu, qui est écrabouillé. Et alors là, il y a la panique en France, et c'est de nouveau le mouvement populaire qui va donner de lui-même, j'allais dire de sa personne, mais le peuple, c'est une personne, c'est compliqué. c'est des milliers de personnes. Bon, bref, et ils se sont soulevés pour faire une nouvelle révolution et partir ensuite aux frontières, un peu comme au 10 août 92, c'est le même bis repetita, hein. Et ils ont fait la révolution des 31 mai de juin 93, qui a non pas supprimé la Convention, mais révoqué les mandataires infidèles. Hein, révoquer les mandataires infidèles, selon la pratique médiévale du système électoral qui avait été restauré en septembre 92. Vous comprenez? Voilà. Et donc, ils ont rappelé les mandataires infidèles qui étaient les députés Brissotino-Girondins. Il y en a eu 32 qui ont été rappelés. On ne les a pas guillotinés ni coupés en rondelles. Non. On les a assignés à résidence, avec interdiction de sortir de chez eux, parce qu'il y avait une guerre civile qui commençait en France, et on leur a dit, soyez respectueux, n'allez pas rejoindre les rangs de la contre-révolution actuelle, hein, restez chez vous. Bien, voilà, donc la montagne va enfin gouverner depuis 31 mai 2 juin 93, elle fait la constitution le 24 juin 93, hein, nouvelle constitution démocratique, république démocratique, etc.
je ne peux pas développer, avec une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien sûr, mais qui ne reprend pas la proposition populaire de la limitation à l'exercice du droit de propriété, malheureusement. Mais il y a des choses contradictoires dans ce texte, parce que les droits sociaux sont aussi exprimés. Par conséquent, il y a des contradictions, des éléments de contradiction, mais je n'ai pas le temps de vous détailler cette chose-là. Et donc, voilà. Le deuxième acte de la montagne, après la Constitution, ça a été la réforme agraire, répondre positivement à la paysannerie qui attend depuis 1789 une législation, parce que dans la pratique, les paysans avaient déjà refusé de payer les droits seigneuriaux, d'ailleurs, hein, commençaient à réoccuper les biens communaux usurpés par les seigneurs, et ils les connaissaient très bien, eux, qui connaissaient leur village par cœur, comme tout le monde le sait. Hein, les paysans, ils connaissent ça par cœur. Et ils sont allés récupérer les biens communaux. Depuis un siècle, ils ont mis la limite, parce que récupérer des biens communaux, toutes les terres étaient communales au début des sociétés. Hein. Toutes les terres étaient communes, évidemment, mais elles ont été ensuite partagées, etc. Et il y avait des biens communaux qui avaient été usurpés depuis un siècle, donc la fin du XVIIe siècle. Ils ont mis une date qui correspondait à un partage des communaux de cette époque-là, et ils les ont fait supprimer. Ce qui fait que la communauté villageoise, qui avait subi l'usurpation des biens communaux, qui troublait considérablement, qui empêchait les paysans d'avoir plus de pâturage, c'est-à-dire plus d'animaux, c'est-à-dire plus d'engrais, c'est-à-dire plus de production agricole, parce que les engrais à cette époque-là ne sont point chimiques, mais animaux et humains. Hein, ben voilà. Et donc ils ont été des gagnants sur ce plan-là, bien sûr, et ils ont récupéré des biens communaux, et avec les partages des fruits, des biens communaux, etc., etc. Bien, voilà. Alors ça, c'est une grande réforme agraire. La paysannerie a pu renforcer en France, pendant tout le XIXe siècle, la communauté villageoise, qui, bien qu'interdite, a fonctionné de façon clandestine, si on ose dire, pour une communauté villageoise, parce que bon, c'est les habitants de la commune qui travaillent tous ensemble avec le système agraire communautaire, qui sont bien obligés de se réunir ensemble pour organiser les travaux des champs et le calendrier des travaux des champs, vous voyez le genre, et pour faire choisir le berger commun du troupeau commun, parce qu'ils mettent toutes leurs bêtes en commun, de façon à ne pas avoir 25 bergers. Hein. Vous comprenez cela. Bon, etc. Donc, le système communautaire a continué puisque les terres étaient organisées de cette façon-là. Et c'est pas facile de les transformer du jour au lendemain. Ça n'a été fait en France qu'en 1950. En 1950, avec le remembrement, on a en France supprimé ce qui restait du système agraire communautaire. Hein. Voilà. Bon, vous avez suivi. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les seigneurs? Ils ont proposé de partager les terres de la seigneurie. Le domaine seigneurial reste propriété du seigneur, donc il n'a pas été exproprié. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les paysans savent qu'il y a le droit à l'existence. Donc on va faire plaisir aux seigneurs, et puis empêcher et mettre fin à la guerre civile en France, parce qu'il faut quand même avancer en laissant des cadeaux importants à la seigneurie. Et la seigneurie a pu conserver ses châteaux, ses maisons, lorsqu'elle n'avait pas immigré, hein, ses châteaux et ses maisons, et les terres cultivées, enfin qui servaient à l'entretien de la maisonnée du seigneur. Bon, alors ça peut être relativement important, hein, et c'était important. Ça a été la moitié des terres cultivées. La moitié des terres cultivées sont passées en propriété privée non seigneuriale, puisque la seigneurie disparaît et la féodalité avec, hein, avec tous les avantages juridiques de la seigneurie. Et les paysans ont pris le reste des réserves, des sensibles
les terres qui étaient travaillées par les paysans. Mais ils ont pu les agrandir de façon assez importante avec les biens communaux récupérés, comme je viens de le dire, qui permettaient d'avoir des pâturages et des troupeaux plus importants. Donc ils ont quand même réussi à améliorer les conditions de la production et de l'élevage dans l'agriculture. Bien. Sur le plan du maximum... Une partie des terres, l'église aussi. L'église. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais l'affaire de l'église est déjà réglée par l'Assemblée constituante, puisque les biens du clergé ont été nationalisés par l'Assemblée constituante de façon à empêcher la faillite de l'État, parce que la monarchie était quand même en faillite. Hein. Donc, on a demandé le clergé à payer la non-faillite de l'État. Voilà. Donc, c'était déjà fait. On ne peut pas mettre ça sur le dos de la montagne. Mais bon. De toute façon, les biens du clergé, c'était aussi des seigneuries. Hein. Attention, des seigneuries féodales. Bon, alors, donc, le maximum a été mis en marche en mai 93, amélioré en septembre 1793 avec l'expérience qu'il y avait eu entre les deux, et il a permis de fournir des marchés publics à des prix rééquilibrants, prix, salaire et bénéfices. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais vite sur cette question, mais c'est tout à fait important et intéressant de le savoir. La montagne s'est vue refuser par la Convention l'idée de donner un maximum à la taille de la propriété foncière entière et de la taille des exploitations agricoles. Hein, ça a été refusé, mais il y avait aussi des aspects contradictoires dans la législation. Bref, et cette politique a permis d'arrêter complètement les troubles de subsistance, de rétablir un équilibre des marchés publics. Et puis, ça c'est pour la politique intérieure qui est parvenue à arrêter la guerre civile, que menaient les seigneurs contre les paysans, etc. Voilà. Et quant à la guerre défensive aux frontières, elle a pris fin le 26 juin 1794 avec la grande victoire de Fleurus qui a mis enfin la paix à portée de main. Et c'est à ce moment-là, seulement au moment où la montagne gagnait, qu'il y a eu le coup d'État du 9 Thermidor. Hein. Le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, est un amalgame de différents partis, le parti colonial esclavagiste parce que la montagne avait déjà aboli l'esclavage dans les colonies françaises, toutes, et passé des accords de décolonisation avec la colonie de Saint-Domingue qui va devenir Haïti en 1804. Donc il y avait le parti colonial qui a vu la chose et qui était contre, évidemment, et qui a permis ensuite à Bonaparte de rétablir l'esclavage dans les colonies, hein, en 1802. Bien. Dans toutes les colonies françaises. Bien. Et puis, le parti des économistes, les royalistes, enfin, des partis qui se sont coalisés contre la montagne et qui a arrêté les montagnards en leur refusant la parole dans l'assemblée de la Convention et en les exécutant dans la nuit même, du 9 au 10 Thermidor, hein, sans procès. Bon, voilà, très bien. C'est comme ça que ça s'est terminé. Alors je me limite à deux conséquences principales. La Convention thermidorienne a remplacé la Constitution de 1793 par la Constitution de 1795, qui faisait comme pour l'Assemblée constituante, elle supprimait le droit de vote universel et elle rétablissait un droit de vote réservé aux riches, aux hommes mâles riches. Hein.
Elle a supprimé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et elle a expulsé du droit constitutionnel français la référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est important. Tous les gouvernements successifs qui étaient réactionnaires, c'est-à-dire Bonaparte, la restauration des Bourbons, la monarchie de Juillet, etc., le Second Empire, patata, ont refusé de parler de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Elle a été expulsée du droit constitutionnel français. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est important de le savoir. Elle n'a été réintroduite qu'en 1946 par la résistance qui, à l'issue d'une guerre horrible, terrible, contre fascisme, nazisme, etc., a réussi à exister encore et a fait rétablir en 1946, dans la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. C'est intéressant, hein, c'est important. Malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, comme il y a des aspects contradictoires dans le droit constitutionnel français, c'est noyé. Hein. Mais bon, voilà. Et bien voilà.